Bonjour et bon après-midi, mesdames et messieurs des Géopolis Télévision. Bienvenue à cette livraison de la mi-journée et vous informer reste toujours notre débat sacré. D'abord, cette information en bref, des fortes précipitations sont abattues sur Kinshasa, la capitale congolaise, ce vendredi 20 février 2026 dès l'aube, provoquant des inondations localisées et d'importantes perturbations à la circulation. Plusieurs quartiers à risque sont touchés, des habitations ont été envahies par les eaux et certaines routes sont difficilement praticables, ralentissant fortement le trafic. Et revenons, Géopolis Télévision fête ses 18 février 2026 ses 20 ans d'existence, né comme un magazine spécialisé dans les mines avant de s'étendre en tri-hebdomadaire et en télévision. Le média reste aujourd'hui une référence incontournable du journalisme minier en RDC. Retour sur une aventure éditoriale construite sur la rigueur, la formation et la passion, avec ceux qui ont façonné l'histoire et qui en ont façonné l'image, l'avenir. Dans mon mat. Ce 18 février 2026, Géopolis Forum célèbre ses 20 ans d'existence. Né en 2006 comme un simple magazine spécialisé dans le mine, le média est devenu, au fil des années, un véritable écosystème, un tri-hebdomadaire, une télévision et surtout une signature éditoriale reconnue dans tout le pays. C'est parti d'une émission tournée ici à Antenne A euh, qui s'appelait Droit à la parole. L'émission était présentée par Willy Kalengai qui avait reçu l'ingénieur Raphaël Ngoy. Et cette émission a accroché et ça a développé une synergie entre Willy et Raphaël. Et c'est de cette synergie qu'est né Géopolis, qui a été un peu l'idée d'un journaliste et d'un expert de mine, en l'occurrence Raphaël Ngoy. Géopolis, avant de devenir une entité autonome, œuvrait dans le bureau de Antenne A et avec nous, comme personnel. Parmi les forces qui ont façonné Géopolis, la formation occupe une place centrale. John Gombois revient sur cet héritage technique et journalistique qui a fait la différence. Il y a un grand travail relationnel que Willy a fait avec ce nouveau monde pour entrer en contact avec eux, leur vendre un peu ces rêves-là. Et il y avait aussi, nous avons aussi un bon background avec Raphaël Ngoy qui nous coachait du point de vue de ces domaines techniques. Au-delà de ses origines, Géopolis a bâti son identité sur l'exigence, la spécialisation et un leadership bienveillant qui ont marqué son évolution. Géopolis doit être un flambeau qui doit être passé de génération en génération. L'initiateur des Géopolis peut passer, c'est un être humain, mais il faudrait que les gens s'approprient Géopolis comme une démarche pour parler de ce que nous sommes, un scandale géologique. Géopolis doit également atteindre son niveau de parfaite maturité. Géopolis Forum, c'est aussi une nouvelle génération qui reprend le flambeau. Des jeunes portés par l'esprit maison, déterminés à préserver et à faire rayonner cette rigueur qui a fait du média un pionnier du journalisme minier. Et 20 ans après, Géopolis Forum demeure l'un des rares médias spécialisés à avoir traversé 2 décennies tout en restant fidèle à son identité. Et en infrastructure routière, déterminé à améliorer les performances de ses agents et cadres, le Fonds national d'entretien routier a bouclé à Kinshasa une série de formations en faveur des directeurs et chefs de service de cet établissement public venu des 4 coins de la République démocratique du Congo. Ces assises animées par un cabinet de renommée internationale sous le leadership du directeur général du FONER, Pierre Bunduki Dongala, a été structurée sur la mise en place d'une démarche qualité ISO 9001. C'était à l'hôtel Hilton de Kinshasa. José Junior Owawa nous en dit plus.
Animé par l'expert international Karim Laben du cabinet Relais Consult Group, cette session de formation centrée sur l'amélioration des performances des agents et cadres du Fonds national d'entretien routier et sur la qualité de leurs procédures conformément à la norme de l'Organisation internationale de normalisation ISO 9001 s'inscrit dans la vision managériale impulsée par le directeur général Pierre Boundou Kindongala, organisée ici à l'hôtel Hilton de Kinshasa. Cette formation s'est déroulée en 2 sessions distinctes afin de garantir une meilleure efficacité pédagogique auprès des agents. Ce système a l'avantage d'être un dispositif regroupant les directives, les politiques, et les objectifs qualité à mettre en œuvre pour maîtriser et améliorer le processus du FONER dans une logique d'efficacité opérationnelle et de performance continue des résultats. Après plusieurs jours d'immersion intensive, les participants reçoivent leur brevet de participation, symbole d'un engagement renouvelé envers la culture de la performance. Sans transition, le relais est pris par les directeurs venus de 4 coins du pays et appelés à harmoniser les pratiques selon le standard ISO. Cette dynamique portée par l'équipe dirigeante vise à étendre progressivement cette culture de qualité à l'ensemble du personnel. Donc nous devons arriver à mettre en place un système de management de qualité qu'on appelle SMQ, qui consiste ou qui prône l'amélioration de la performance d'abord, l'amplification de la gestion des risques au niveau de FONER et enfin la planification de la gestion par le processus. Cela permet effectivement à son établissement de pouvoir aller de l'avant. Après cette formation, il y a une étape qui va suivre qu'on appelle l'étape d'accompagnement, étape d'assistance. Pourquoi? C'est pour mettre en œuvre cette norme. Pour l'initiateur de la démarche, la formation ISO 9001 représente une étape clé d'une vision plus ambitieuse et transformationnelle orientée vers l'excellence. Ce que nous faisons aujourd'hui pour l'ISO 9001 est l'aboutissement d'un long processus. Vous savez que j'ai bénéficié de la confiance du chef de l'État en 2022 en me nommant comme directeur général du FONER. Après son nomination, nous avons mis en place une série de réformes. Nous avons restructurer le FONER, direction par direction. Donc nous avons diagnostiqué, apporté des solutions. Nous faisons cette formation ISO. Dans les jours à venir, vous allez voir une formation des OPJ du FONER. Dans cette dynamique, l'établissement prévoit désormais d'engager le processus menant à la certification ISO 9001 afin de consolider sa crédibilité nationale et internationale, une étape essentielle vers son ambition de devenir un fonds d'entretien routier de 3e génération. Et en sport, les combats entre Mike Tyson et Floyd Mayweather est provisoirement prévu pour le 25 avril prochain à Kinshasa, au stade Tata Raphaël. Et si Martin Bakolé et Tony Yoka se mettaient également sur cette carte, tentative de réponse dans cet élément de Blaise Kuzola. 52 ans après le mythique Rumble in the Jungle de 1974 entre Muhammad Ali et George Foreman, Kinshasa s'apprête à vivre un événement planétaire. On entendra parler d'un combat revanche entre Tony Yoka et Martin Bakolé pour honorer le combat George Foreman et Muhammad Ali, et soudainement, une bombe est tombée. Mike Tyson et Floyd Mayweather auraient trouvé un accord pour un combat légendaire le 25 avril prochain dans la capitale congolaise. Le choix de Kinshasa est hautement symbolique pour les 2 boxeurs qui souhaitent rendre hommage à l'héritage d'Ali. Bien que la date du 25 avril ait été annoncée par le promoteur, le stade exact où se déroulera ces combats à Kinshasa n'est pas encore confirmé. Les organisateurs de ces combats misent sur une diffusion mondiale massive via les plateformes de streaming pour battre des records d'audience. Cet événement sera une vraie façon de mettre la RDC sur le map, une véritable pub des visites d'IOC et une opportunité majeure pour le rayonnement culturel et touristique de la République démocratique du Congo. Et à l'international, dans un township situé à la périphérie de Johannesburg, en Afrique du Sud, une agitation inhabituelle s'est emparée du quartier, armé de pioches et animé par l'espoir de trouver fortune. Dizaines de chercheurs d'or improvisés ont convergé vers Speke à une 50aine de kilomètres de la métropole. Patient Chalokeke.
Les chercheurs d'or sont arrivés presque du jour au lendemain dans ces townships situés à la périphérie et de la ville de Johannesburg en Afrique du Sud. Armés de pioches, des dizaines de chercheurs de fortune ont afflué vers le township de Sprang à environ 50 km à l'est de la ville pour fouiller la terre à la recherche d'or. La terre qui n'était jusque-là la semaine dernière qu'un modeste enclos à bétail entouré de barbelés est aujourd'hui le centre improbable de la dernière ruée vers l'or en Afrique du Sud. La scène fait écho à la ruée qui a construit Johannesburg, la capitale financière du pays, au début du XXe siècle. L'invasion soudaine des Sprang reflète une frénésie plus générale, le prix de l'or ayant dépassé le $5 000 de l'once cette année, soit plus de double de son niveau de janvier. Selon le chercheur d'or, la ruée dans les townships a commencé lorsque quelqu'un creusait un trou pour un poteau de clôture à remarquer la couleur inhabituelle du sol et l'a testé dans l'eau. La nouvelle s'est répandue sur les réseaux sociaux et en quelques jours, le champ était bondé de prospecteurs pleins d'espoir. L'Afrique du Sud, réputée depuis longtemps pour ses richesses minérales, a connu une frénésie similaire en 2021 lorsque de pierres cristallines trouvées dans la province du KwaZulu-Natal ont déclenché une ruée vers le diamant avant que les experts ne confirment qu'il s'agissait simplement de quartz. Le pays compte un vaste réseau clandestin de mineurs artisanaux. Et c'est par cette note internationale, mesdames et messieurs, que nous bouclons ce bulletin d'information. Restez branchés, scotchés au programme de Geopolise Télévision et retrouvez Gigi Nende pour la grande édition de 19h30.